Au cœur du chaos, là où la douleur devient art et la perfection une obsession, un nom résonne comme une promesse de damnation. Lucius l'Éternel. Maître du duel, prodige de cruauté, il n'est pas seulement un guerrier, mais une malédiction vivante. Préparez-vous à plonger dans la légende du Space Marine immortel, voici Lucius l'Éternel. Insults to our legion must be avenged. Et bienvenue les Wargamers dans ce nouvel épisode des Warhammer Heroes. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, très simple, on vous présente un personnage qu'on aime dans un univers qui nous passionne. Et aujourd'hui, un personnage de l'univers de Warhammer 40 000 avec mon excellent ami Lucius l'Éternel. l'Éternel. Moi je l'appelle Lulu, hein. Mais avant de vous laisser à cette petite vidéo, j'en profite pour remercier le sponsor, Arcada Studio, qui vient nous présenter la nouvelle version du jeu Erune. Pour les personnes qui suivent French Wargame Studio depuis quelques années maintenant, il faut savoir qu'on avait déjà fait du contenu sur Erune en 2021 pour le lancement du jeu. Erune est donc un jeu de plateau utilisant des figurines dans le style d'un dungeon crawler, mais c'est un peu plus quand même. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme barbare ludique de dungeon crawler, c'est tout simplement un jeu de plateau utilisant des figurines dans lequel vous allez pouvoir choisir un héros et l'incarner, soit pour une partie en one-shot, soit pour une campagne. Si je peux faire un appel à tous les éditeurs aussi bien de jeux vidéo que de dungeon crawler, faut arrêter de mettre des araignées partout. On n'a pas envie de les retrouver dans les mondes de l'imaginaire, ok? Elles nous cassent les couilles. Les vraies particularités de Erune vont être diverses. Déjà, la première, c'est que la personne qui devrait être normalement le maître du jeu va être un joueur à part entière, jouer une partie des mobs, c'est-à-dire des figurines ennemies, et lui aussi va avoir ses propres objectifs. Et la vraie force de Erune, en plus d'avoir des figurines vraiment jolies et un style qui lui est propre, c'est le fait d'être accompagné par une application mobile. Cette application va vous accompagner tout au long de la partie, soit avec des lectures immersives des scénarios avec des voix assez connues, mais aussi pour tout ce qui va être génération des cartes, des loots et de toutes les péripéties qui vont se passer pendant les parties. Et comme je le disais, si vous n'êtes pas non plus le profil à devoir lire une quarantaine de pages pour pouvoir jouer, là c'est littéralement l'application qui, avec sa voix, va vous guider aussi au niveau des règles. Et donc, Erune Adventure s'offre une réédition complète par rapport à la version de 2021. Le gros travail a été fait sur l'application et son intelligence. L'un des plus gros changements, c'est donc la refonte complète de celle-ci. Ici, c'est pas juste une mise à jour cosmétique, l'objectif est clairement d'améliorer l'expérience en jeu. L'application n'est plus juste un support, elle incarne l'esprit d'Erune, elle guide les joueurs, gère les événements. Les interactions sont beaucoup plus fluides, on n'est plus uniquement sur du vocal, mais aussi sur une interface avec des boutons et des choix à l'écran, ce qui rend les échanges avec l'application plus simple, plus rapide et surtout plus confortable pendant la partie. Le résultat, Erune Adventure devient le digne héritier d'un dungeon crawler assez connu de notre communauté comme HeroQuest. Ça va parler aux rôlistes, aux joueurs de jeux de plateau et bien évidemment à tous les hobbyistes. Et donc vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, peindre les figurines ainsi que les différents éléments de terrain pour faire votre propre univers. Et certaines figurines que vous voyez ici proviennent aussi d'une extension à venir, Erune Light and Darkness. Cette extension sortira courant avril après la livraison des différents backers puisque celui-ci a été réalisé dans le cadre d'un crowdfunding et profitera énormément de toutes les mises à jour, notamment au niveau du déplacement des monstres, bien évidemment de l'évolution du lore dépendamment de sa campagne. La réédition et l'évolution de la boîte Erune Adventure sera disponible à partir du 13 février dans toutes les boutiques ludiques de qualité. Et plus personnellement, je trouve ça super intéressant de voir à la fois Arcada Studio grandir tout autour de plein de projets et aussi Erune évoluer par rapport à plein d'améliorations, que ce soit autour du cosmétique mais aussi de la vraie expérience de jeu. On peut vous mettre des anciennes images de la partie qu'on avait fait en live avec Itchy et Pride. Ouais, on a vieilli. Mais alors qu'à l'époque on sentait qu'il cherchait plus une prouesse technique d'intégrer une forme d'application qui allait vous accompagner dans le jeu, maintenant elle est complètement intégrée aussi au niveau des profils et finalement cette prouesse technique d'ajouter une application mobile n'est plus juste là pour faire plaisir aux geeks comme moi, mais va réellement augmenter la fluidité du jeu ainsi que l'immersion. Je rappelle bien évidemment que l'application est complètement gratuite, vous avez juste besoin du jeu et que si vous cherchez un jeu sur lequel vous allez être accompagné notamment par l'application mobile mais qui ne va pas pour autant vous infantiliser, Erune est fait pour vous. Je mettrai donc en description de cette vidéo un lien vers l'éditeur Arcada Studio qui propose Erune et je vous rappelle que celui-ci sera disponible à la vente dans toutes les bonnes boutiques à partir du 13 février. Durant sa jeunesse sur la lugubre planète de Chemos, Lucius brillait comme un joyau dans la poussière. Il possédait un immense talent qu'il pouvait consacrer à n'importe quelle activité qui lui plaisait. Et il était doté d'une beauté enfantine que même l'air rude de sa planète natale ne pouvait entacher. Lucius a rapidement attiré des mécènes des échelons supérieurs du pouvoir. Ses études sponsorisées se sont orientées vers les arts de la guerre, car l'activité de tuer le fascinait. Pourtant, ce n'était pas la stratégie à grande échelle ou l'analyse tactique qui faisait briller ses petits yeux. C'est plutôt le triomphe personnel qui captivait le jeune Lucius. Le duel, le concours, le combat à l'épée.
La soif de gloire personnelle de Lucius était telle que sa vie entière s'est déformée autour d'elle, se pliant comme du métal chaud autour de la poursuite de l'excellence. Lorsqu'il atteignit sa majorité, le jeune épéiste avait déjà dépassé les styles classiques enseignés par les maîtres d'armes de Chemos, sa planète. Pendant ses études, sa rapière a pris la vie de dizaines de mendiants et de brigands qui, selon lui-même, l'avaient attaqué. Vous en êtes vraiment sûr? Il a tué 23 bébés quand même. Mais c'était de la légitime défense. Ouais. Il a infligé des centaines de cicatrices à des élèves de moindre importance et a même crevé un œil ou coupé un doigt lors d'un accident occasionnel. Enfin, ça, c'est ce que l'assurance a retenu. Son caractère a été remis en question à maintes reprises, mais personne ne pouvait contester l'éclat de ses compétences. En grandissant, Lucius a redéfini le terme prodige. Il se battait avec un mépris nonchalant contre les jeunes de son âge, jouant avec eux comme un chat joue avec un oiseau blessé avant de leur infliger la cicatrice qui signale leur défaite. Cependant, contre ses tuteurs, il se battait comme un homme possédé. Chaque iota de son être était concentré sur la victoire. Alors qu'il participait au concours annuel organisé par les anciens de Chemos, ou Chemos donc, l'habilité de Lucius à manier l'épée a attiré l'attention d'un étranger imposant qui observait depuis l'ombre. Et lors du dernier tour de l'épée d'or, il y avait une perturbation dans les listes du tournoi, et le jeune épéiste s'était retrouvé à combattre contre un célèbre champion 2 fois plus âgé que lui. Et bien que Lucius n'ait pas eu l'avantage du duel, il réussit quand même à vaincre son adversaire. L'étranger, en réalité un sergent de la 3e Légion des Emperor Children's, avait été si impressionné par le talent brut et la détermination de Lulu qu'il lui avait offert une chance unique de rejoindre la légionnesse Astartes. Lucius sauta alors sur l'occasion. Ainsi commença sa carrière militaire qui allait alors définir tout ce qui était maléfique chez lui et surtout la corruption qu'il allait y trouver dans les Emperor Children's. Propulsé au-delà des limites humaines par le rituel brutal qui forge les Space Marines, Lucius devint rapidement une tornade de talent et de précision. Chaque jour, lors des exercices imposés par les sergents, il surpassait ses frères, sans jamais montrer la moindre fatigue. Chez les mortels, son arrogance avait suscité la haine, et chez les Emperor Children's, elle suscitait l'admiration. Car leur légion vénérait une seule chose, la perfection, ou la perfectionne, et Lucius semblait taillé pour l'incarner. Très vite, il attira l'attention du seigneur commandeur Eidolon, bras droit du primarque Fulgrim. Sa récompense, en plus d'avoir une magnifique petite figurine en 2025, Heure des Mortels, il fut nommé capitaine de la 13e compagnie des Emperor Children's. Pour Eidolon, sa confiance semblait bien placée. Lucius était certes égoïste, arrogant, mais infaillible au combat. Pourtant, derrière cette discipline martiale parfaite, son âme se fissurait déjà. Chaque démonstration de supériorité gonflait son ego. Chaque victoire était racontée, glorifiée, exagérée par Lucius lui-même. Parfois, il sauvait même ses frères d'armes, mais jamais sans s'en vanter aussitôt. Il ne se battait ni pour l'empereur, ni pour l'humanité. Il se battait pour prouver qu'il était le meilleur. Puis vinrent les machinations d'Horus. Et les amis, pour les personnes qui ne sont pas familières avec la genèse de Warhammer 40 000, je vous mets juste ici un lien d'une vidéo qui explique les fondations de cet univers en 20 minutes. Et derrière lui, comme des dominos, les seigneurs de la Légion sombrèrent dans les promesses empoisonnées de la perfection absolue. La corruption se répandit alors comme une maladie. Et bientôt, presque tous les Emperor Children's jurèrent fidélité au dieu du chaos, Slanesh. Au cœur de cette déchéance, Lucius trouva enfin ce qu'il cherchait. Un but aligné avec son obsession, la perfection, l'excès, la victoire personnelle. Il devint un champion du chaos, décidé à prouver sa supériorité en massacrant les loyalistes un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa légende. Et puis vint le duel de sa vie. Pas un affrontement de guerre, pas une bataille titanesque, non, un duel pur, parfait, exactement ce qu'il cherchait depuis toujours. Face à lui se tenait Nikona Sharokin, l'un des derniers Ravengard encore en vie. Un guerrier silencieux, rapide, presque spectral. Là où Lucius incarnait l'orgueil flamboyant, Sharokin incarnait la discipline et la mort invisible. Le combat fut fulgurant. Lucius attaquait comme un danseur possédé. Chaque mouvement était une œuvre d'art mortelle. Mais Sharokin esquivait tout, se glissait dans les angles morts, anticipait chaque coup avec un calme terrifiant. Pour la première fois, Lucius rencontrait quelqu'un qui ne jouait pas son jeu, quelqu'un qui refusait de lui offrir la gloire qu'il semblait exiger. Le duel s'intensifia, devint presque irréel. 2 maîtres de la mort, 2 styles opposés, 2 destinées au sommet de cet affrontement. Mais Sharokin plongea sa lame dans la gorge de Lucius. Et oui, pour la première fois de sa vie, Lucius fut vraiment tué. Fini?
Non, le voyage ne s'achève pas ici. Bien faire pâturage mon cul, on la connaît, hein. Autour de son corps brisé, la guerre hurlait encore. Une tempête de douleur, de plaisir et de souffrance mêlées. Ces émotions, offertes à Slaanesh comme un chant sauvage, attirèrent l'attention du dieu. Séduit par cette symphonie brutale, il tendit la main et rappela Lucius d'entre les morts. Depuis ce jour, Lucius possède un don, ou plutôt une damnation, accordée par Slaanesh lui-même, le dieu qu'il va servir pour l'éternité. Ce pacte a scellé son destin. Quiconque tue Lucius et ressent même une once de fierté, de satisfaction ou de plaisir pour cette victoire devient alors Lucius. Le corps du vainqueur se tord, se contorsionne, fond comme de la cire sous une flamme. Les os se brisent, la peau se reforme, le visage se déchire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Lucius, vivant, renaissant dans la chair de celui qui l'a vaincu. Et la conscience du vainqueur piégé, emprisonné dans les replis de la peau de Lucius, condamné à hurler en silence pour l'éternité. Lucius ne ressuscite donc pas vraiment, il vole la vie, le corps et l'identité de ceux qui le battent. Mais si on revient maintenant à Sharrokin, qui est donc le premier à l'avoir terrassé, il ne ressentit aucune fierté de cet acte, aucun triomphe, aucun plaisir de ce meurtre. Il n'a rien savouré. Pour lui, Lucius n'était qu'une menace à éliminer, rien de plus. Mais ailleurs dans la galaxie, quelqu'un a raconté avoir vaincu Lucius. Peut-être un guerrier du chaos arrogant, un dueliste fier de son exploit, mais ce simple sentiment d'orgueil a suffi. Son corps s'est transformé et Lucius est revenu. Pour cette partie-là, les amis, Game Workshop reste assez flou. On sait que Fabrice, Bill comme on aime l'appeler ici, a voulu récupérer son corps pour tenter des petites choses sur lui, et on ne sait pas combien de temps après, la personne au PMU du Wargame s'est donc vantée d'avoir tué Lucius et s'est réincarnée en lui. Aujourd'hui, Lucius est énormément marqué par sa dévotion envers Slaanesh. Le désormais fils chéri du jeune dieu ne ressemble plus qu'à un amas difforme, sans substance, comme une sculpture de cire exposée de trop près à une flamme. Sa peau est grise et livide. Des milliers de cicatrices y tracent une cartographie de son délabrement. Sa langue noire et ophidienne aime passer encore et encore sur ses lèvres à vif, entourant ses dents limées en pointe aiguë. Ses pieds sont devenus des sabots recouverts par des couches de céramique. Et petite anecdote rigolote pour les Emperor Children après qu'ils aient prêté allégeance à Slaanesh, avec la corruption, ils arrivent parfois à fusionner avec leur armure anciennement de Space Marine en céramique et les considèrent alors comme une seconde peau pour qu'ils puissent tout ressentir, donc notamment une griffure, les fait jouir. Oh ouais, mes pieds vont jouir. Oh ouais. Et donc, depuis près de 10 000 ans, Lucius l'Éternel erre à travers la galaxie. Bénédiction ou malédiction, cela n'a plus vraiment d'importance. Il est devenu un prédateur immortel, un tueur sadique qui accueille la mort avec la même passion fiévreuse qu'il inflige à ses victimes. Et sa résurrection obéit à une seule règle. Seul quelqu'un capable de ressentir une véritable pitié en le tuant pourrait l'empêcher de revenir. Mais dans un univers froid, brutal et indifférent, un être pareil existe-t-il seulement ? Peut-être. Ou peut-être que seul Slaanesh connaît la réponse. Et le dieu ne partage jamais ses secrets. L'obsession maladive de Lucius pour son art, pour la perfection, pour son adresse, s'est transformée en mépris total pour toute vie. Biologique ou mécanique, humaine ou xénos, tout n'est pour lui qu'un obstacle, un amusement, un défi à relever. Et malgré son arrogance insupportable, son charisme presque surnaturel lui a permis de mener des groupes d'élus du chaos, puis de véritables armées de dégénérés. Récemment, il a fondé sa propre bande, les Infaillibles, une confrérie monstrueuse composée des derniers Emperor Children encore en liberté, mais aussi de renégats issus d'autres légions et même de chapitres loyalistes tombés dans l'excès. Lucius leur promet des sensations inaccessibles auprès d'un autre maître que lui, la victoire absolue, la souffrance parfaite, la dépravation ultime. Sous son commandement, cette horde a sillonné la galaxie à la recherche des adversaires les plus redoutables. Et Lucius, toujours avide de prouver sa supériorité, a affronté et vaincu les plus grands combattants du millénaire. Encore une petite parenthèse, faut savoir qu'il y a énormément de duels, ou en tout cas il a à son tableau de chasse énormément de protagonismes différents de l'univers de Warhammer 40 000. Je vais pas paraphraser les noms, faut juste retenir que dans le compte il y a un archonte d'Okari, le champion de l'empereur des Black Templars sur la planète Voilefat, et même un boss de guerre orc, non pas avec une, mais 2 pinces énergétiques. Mais sa quête de perfection l'a conduit vers un ennemi encore plus étrange. Sur une lune isolée, proche de Damnos, Lucius affronta un duelliste nécron polymorphe. Le combat fut un ouragan de vitesse et de précision. 2 mètres de la lame, 2 styles impossibles à comparer, mais Lucius fut abattu. Son corps s'effondra, transpercé. Le silence tomba. Un nécron venait de tuer l'Éternel.
Qu'est-ce que c'est doué? Qu'est-ce que c'est doué? Mais ce n'était pas la fin, car même la froideur métallique de ce guerrier immortel ne put résister à la malédiction de Lulu. Il suffit en réalité d'une seule chose, la satisfaction glaciale que le Nécron ressentit en contemplant sa victoire. Je peux pas mieux faire en fait. Et ce fut assez. Le métal vivant se mit à se tordre, à s'effriter. Les plaques d'alliage se fissurèrent, les circuits se dilatèrent comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Le corps du Nécron se décomposa lentement, remplacé morceau par morceau par une silhouette de chair, de cicatrices, de souffrance. En quelques jours, le dueliste Nécron avait disparu. À sa place se dressait à nouveau Lulu, plus arrogant, plus sadique, mais plus monstrueux que jamais. Immortel, inarrêtable et prêt à reprendre sa quête infinie pour prouver à la galaxie entière qu'il est le meilleur duelliste qui ait jamais existé. Et les amis, il est temps de passer du côté des règles, vous l'aurez compris, Lucius est de loin l'un des meilleurs duellistes que Warhammer 40 000 nous ait offert. Et ça se ressent parfaitement sur son profil, sur son lore et sur la table. Déjà, il est super rapide, il bouge de 8 pouces. Je rappelle aussi que la règle de base des Emperor Children's, c'est de pouvoir bouger, courir, charger, voire même désengager, charger une autre unité que celle avec laquelle il était en train de jouer au début du tour. C'est un monstre absolu. Il est endurance 5, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 6 points de vie, un insensible à la douleur de base à 5+, un commandement de 6, c'est le top de ce qu'on peut trouver, un contrôle d'objectif de 1, c'est normal, c'est un duelliste, et derrière des règles qui sont juste excellentes. De base, il va être meneur s'il le souhaite, mais agent solitaire, donc son rôle de duelliste. Mais il peut quand même rejoindre une unité de ses petits frères avec les lames infaillibles. De base, lui tout seul sera donc agent solitaire, donc difficile à cibler. C'est un énorme duelliste puisque de base, il va relancer les jets pour toucher et pour blesser sur les personnages, les monstres et les marcheurs. Il va aussi avoir deux modes d'attaque, soit avec l'épée d'Elers, son arme qui de base va avoir précision pour aller sniper un petit peu qu'il le souhaite, 6 attaques de force 8, PA-3, dégâts 3, ou alors le fouet, lui, va avoir touche soutenue pour un petit peu déblayer les lignes adverses avec 10 patates qui vont toucher à 2 de force 4, PA-1, dégâts 1. En plus, il est précisé, orgueil du duelliste, si au début d'une phase de combat, il n'est pas en meneur, c'est-à-dire qu'il est joué seul, ou alors que tout simplement son escorte est décédée, alors il gagne frappe en premier. C'est beaucoup trop cool. C'est aussi d'ailleurs avec l'arrivée des Emperor Children's qu'on a vu que Game Workshop savait faire des règles adaptatives, quand on voit par exemple qu'un seigneur du chaos peut rejoindre telle unité et avoir un mouvement préparti, peut rejoindre telle unité et pouvoir s'infiltrer, et ben Lucius c'est pareil, il est adaptatif, et c'est ça qui est trop cool. Ça a été vraiment un premier virage dans cette 10e édition de Warhammer 40 000 où on a senti que les personnages allaient s'adapter dépendamment de comment on voulait les jouer. Arrive le moment tant attendu de classer Lucius au niveau des différents tiers des personnages qu'on apprécie. Difficile, là déjà au niveau de son histoire, il est beaucoup trop cool. Ça reste un humain recruté par la 3e légion des Emperor Children's qui derrière était tellement séduisant qu'il a été ensuite justement adoubé par Slaanesh lui-même en tant que duelliste. Dans mon petit cœur, il serait en A. Maintenant, faut aussi reconnaître le fait que finalement, il n'a jamais battu de quelqu'un plus fort que lui, puisqu'à chaque fois, il se fait battre, il progresse indirectement puisqu'il prend son corps, mais en réalité, il ne progressera que par la défaite, ce qui est plutôt un beau message. Mais on va le mettre en C. C'est un excellent duelliste, mais en réalité, quand on le compare à certains protagonistes qui ont changé le cours de l'histoire du 40e millénaire, il fait que pas le figure, et donc confirme sa place en C tiers. Et aussi pour parler un petit peu de sa figurine que Game Workshop a donc ressorti en 2025 avec l'arrivée de la 3e légion, les Emperor Children's, c'est une figurine qui dérange. Et ça, je trouve que c'est un pari qui est extraordinaire de la part de Game Workshop, c'est de faire des figurines qui peuvent être clivantes. Moi personnellement, je ne l'aime pas, déjà parce que quand j'ai dû la peindre, j'ai trouvé ça complexe avec des volumes un petit peu différents. Maintenant, elle a un volume qui est super intéressant et qui représente vraiment sa menace sur le champ de bataille. D'ailleurs, il est sur un socle de 50 mm, ce qui est plus gros que la plupart justement des autres duellistes. Et plus personnellement, par rapport au gameplay de Lucius, je trouve qu'il apporte quelque chose dans Warhammer 40 000 qui va le distinguer même d'autres jeux finalement, c'est la jouissance sur table. Quand on va vraiment prendre ces idées, on va les jeter et on va avoir énormément d'espérance et on va vraiment vouloir qu'il se passe quelque chose. Là où dans d'autres jeux, quand on jette des dés, on est juste là pour respecter les probabilités ou la variance et pas spécifiquement représenter les capacités martiales. Or, quand on joue Lucius et que votre adversaire commence à le voir s'approcher, il fuit littéralement et c'est ça qui va vraiment donner de la saveur aussi aux Emperor Children's plus globalement, qui est une armée qui, d'ailleurs si vous hésitez à vous lancer, n'hésitez plus, c'est vraiment une armée qui va vous permettre déjà en termes de mobilité de traverser la table et donc d'aller prélever de façon chirurgicale des ressources à votre adversaire, ou alors de proposer différents gameplays avec du full véhicule, des monstres comme des princes démons, ou alors full infanterie. Bref, je trouve vraiment que cette armée elle apporte énormément de fraîcheur dans Warhammer 40 000 et Lucius en fait partie. Encore une fois, dépendamment de l'équilibrage qu'apporte Game Workshop, des fois il est un petit peu cher en points, mais vraiment il apporte ce que d'autres jeux n'ont pas à Warhammer 40 000, c'est cette fameuse jouissance sur table où quand on va impacter, on a envie que ça tape.
Cet épisode de Warhammer Heroes est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire où est-ce que vous auriez classé le petit Lulu et quel autre personnage d'un univers ou un autre couvert par FWS vous voudriez voir en vidéo. Un grand merci bien évidemment à Arcada Studio d'avoir sponsorisé cette vidéo avec l'énorme retour de Erune. Si vous voulez supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.